et nous, how are you? Voilà. Vous êtes bien, hein, toujours? Très bien. OK. Donc voilà, donc on organise cette petite session qui sera modérée par Oumi Diao qui est à ma gauche. Oui. Il y a également Elolo Bosoka qui est à ma droite, qui est l'artiste en résidence à la Galerie Atis en provenance du Ghana. OK. Qui fait un travail justement sur les sacs de charbon. À ma gauche, Serine Bay Camara qui était présent lors de la Biennale 2002 également et qui a la mémoire de cette biennale dans laquelle vous avez eu à présenter Janice Kounelis, Frank West et Yom Plensa. Et nous avons donc une série d'artistes dont nous faisons défiler les œuvres. Et là, on se pose donc les questions de savoir, comme on en a parlé précédemment, pardon, les motivations des uns et des autres. Et vous aviez à nous expliquer un peu qu'est-ce que cela signifie, donc l'art, entre parenthèses, Povera. Donc, je vais repasser le micro à Oumi Diao et puis après, je vais vous laisser vous exprimer. Introduire chacun des panélistes. Ensuite, nous allons bien sûr… bon, là, Aïssa a présenté un petit peu la raison de cette conversation qui tourne autour de l'Arte Povera, mais aussi en relation avec la scène artistique ici en Afrique. Et ensuite, nous allons parler du background, donc à savoir qu'est-ce que c'est que l'Arte Povera, la dimension spatio-temporelle, effectivement, donc qui a influencé ce mouvement. En parallèle, on va parler aussi de la même période, qu'est-ce qui se passait au Sénégal, et ça, grâce à les témoignages des personnes qui sont présentes, y compris de l'artiste Serine Bay Camara, nous pourrons justement voyager dans ce temps-là. Ensuite, nous allons parler, bien sûr, du background d'Aïssa Dione par rapport à sa relation avec l'art contemporain, sachant qu'elle a deux galeries, donc celle que nous connaissons dans laquelle nous sommes et celle de Mermoz, où nous avons deux expositions complètement différentes. Et ensuite, bien sûr, nous allons permettre à chacun des artistes et ceux qui le souhaitent éventuellement de pouvoir dire leur ressenti, qu'ils expliquent leur expérience par rapport à ce thème résonance, donc en opposition Arte Povera par rapport à plusieurs termes que l'on peut l'entendre, comme l'usage de tout ce qui est autour de l'environnement ou la récupération. Donc, sur ce plan-là, donc, je vais vous demander de parler de vous déjà pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Je vais aussi vous demander de nous présenter un petit peu l'expérience dakaroise que vous avez eue à l'Ancien Palais de Justice avec Yanis Kounelis, qui est effectivement l'artiste Arte Povera qui était représenté sur le territoire, et voir aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc, c'est à vous, Monsieur Bruno Cora. OK. Merci beaucoup pour l'invitation de ce soir à parler entre nous et donc à reprendre un discours après presque 18 ans. Et c'est très, très gentil de m'avoir contacté. Et donc, j'espère qu'à partir de ce soir, on va reprendre les relations entre nous et même penser de collaborer à de nouvelles entreprises, à de nouvelles activités, à de nouvelles expositions et peut-être de nouveaux voyages. Le jour que le Covid-19, on a mis derrière les épaules. Pour parler de l'Arte Povera, c'est nécessaire considérer avant de tout l'activité d'une maître très grand dans lequel moi je suis maintenant dans son musée. C'est une artiste plus âgée de Kounelis, plus âgée de Mario Merz, plus âgée de Pistoletto, de Boetti, de Calzolari, de tous les groupes de l'Arte Povera.
nous pouvons dire que c'est presque le père de tout cet artiste, parce que c'est l'artiste qui l'a commencé pendant les années 50, à travailler avec la matière plus naturelle, plus directe que vous pouvez trouver dans les rues, partout. Et beaucoup de fois, c'est une matière refusée, jetée dans la rue comme ça, et considérée de nouveau, reprise dans la vie. Donc, le maître en question s'appelle Burri, Alberto Burri, celui-là. Et ici où je travaille, c'est la fondation de Burri. Burri, c'est l'artiste à lequel se sont inspirés la majorité des artistes de l'arte povera. Ils se sont attachés à lui comme la continuité de lui avec les transformations linguistiques, mais on a considéré l'expérience de lui. C'est très, très important. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le sac, les sacs pour porter toutes les choses de la quotidiennité, les sacs de canvas, mais déracinés, les sacs abandonnés, les sacs qui sont déjà élaborés. Et il a travaillé avec la plastique rejetée. Il a travaillé avec le feu. Il a brûlé les toiles, il a brûlé les papiers, il a brûlé la plastique. Il a travaillé beaucoup avec beaucoup de matières. La matière donc qui produit une nouvelle idée, même philosophique, de la forme et de l'espace. À partir de lui, Cunelis, que vous avez déjà connu pendant les années 2002 à Dakar, il a commencé à travailler avec le même matériau de lui, et il a commencé ça à partir des années 67, et donc ça c'est aussi le commencement de l'art pauvre. 67 en Italie, surtout dans la ville de Rome, dans la ville de Touraine et dans la ville de Milan, 3 villes les plus importantes de l'Italie pour l'art pauvre. Arte povera, ça veut dire pas qu'il est fait avec la pauvreté, avec la misère. C'est pas ça le concept. Les matériaux sont des matériaux pris partout, dans la rue, dans la maison, où c'est possible, dans la nature, partout. Mais le concept de arte povera, ça veut dire une autre chose. Ça veut dire déshabiller la culture, déshabiller la haute culture, la culture célébrative, la culture classique, la culture même qui a été à la base de la culture occidentale, pour s'ouvrir à toutes les cultures, pour s'ouvrir à toutes les traditions, et donc aussi à la culture des autres pays, et accepter dans sa propre culture même les expressions des autres populations, des autres modalités de faire de l'art. Déshabiller la culture, donc ça veut dire que nous devons arriver à le cœur de la poésie, à la réalité concrète de la vie, à les choses de tous les jours, et faire devenir poétique la vie même.
Donc, c'est une liaison très forte entre la vie et l'art. Ça, c'est l'arte povera. Et dans ce moment que l'arte povera se développe, avec les artistes principaux, après Burri, que c'est le père, mais lui, il a commencé à travailler dans les années 50. Donc, arrivé à l'année 67, lui, il est déjà un maître très connu en toute l'Italie. Et les jeunes s'appellent Cunelis, s'appellent Calzolari, s'appellent Pistoletto, s'appellent Pascali, s'appellent Boetti, s'appellent Anselmo, sont tous les noms, Merz, Marisa et Mario Merz, sont tous les noms de ces 12 artistes, 12, qui ont composé le groupe de l'arte povera. Et il y a aussi quelqu'un qui a élaboré une certaine théorie avec eux, qui c'est une critique d'art qui s'appelle Germano Celant. Et nous aussi, moi et des autres collègues comme Tommaso Trini, on a écrit beaucoup pour cet artiste, à côté naturellement de chacun d'eux, et on a créé une situation internationale qui s'est confrontée beaucoup de fois, surtout et à l'opposition de la pop art américaine, à l'opposition, donc ça veut dire contre, non proche, mais divisé. On a pensé que c'était une philosophie et une technique différente de la pop art et aussi de la minimal art américaine. Donc l'arte povera, c'est beaucoup lié à l'Europe et c'est naturellement, il y a beaucoup de confrontations amicales avec les artistes minimalistes américains, mais c'est différent, c'est beaucoup différent. Et ça, c'est très important et il ne faut pas mélanger ou oublier, parce que ce sont des mouvements artistiques différents dans les mêmes périodes, dans les mêmes années. Les années, après la moitié des années 60, c'est ça. Donc, nous pouvons voir que Cunelis, il a porté un travail comme le travail que vous avez derrière de vous avant. Avant, sont des charbons, le charbon, mais il a porté aussi à Dakar des sacs avec des céréales à manger, avec les lentilles, avec le grain, avec toutes les choses qui sont comestibles à manger. Et Cunelis, il pense que c'est très important dans l'œuvre le poids, les poids réels, physiques. Les poids, c'est très important. Les poids, pour Cunelis, c'est un élément éthique. Parce que si nous disons que moi j'achète 1 kilo de viande, doit être 1 kilo, pas 950 grammes. Ça doit être 1 kilo. Donc les poids, c'est une chose éthique très importante. Il ne faut pas tricher avec les poids. Les poids, c'est une chose réelle de la vie. Ça, c'est très important. Et aussi les matériaux naturels comme le charbon, comme les céréales, comme le pain, comme tout que c'est à la portée de tout le monde entier, que c'est très facile de trouver dans la vie, sont des matériaux qui sont très proches à la vie humaine. Et l'autre question très importante, c'est la dimension humaine. Cunelis, il a toujours travaillé avec le forme qui a la dimension d'une porte. La porte s'est faite sur la mesure humaine. Pour traverser d'un endroit à l'autre, c'est nécessaire la porte. Donc la porte, c'est une mesure humaine, anthropologique.
L'autre mesure, c'est la mesure de la fenêtre. Par la fenêtre, nous pouvons regarder dehors ou être illuminé dans la lumière. Et ça, c'est encore une dimension anthropométrique. Donc, Kounenis, il a travaillé avec les mesures d'un lit, aussi un lit dans lequel nous allons à dormir. C'est une dimension humaine. La siège, même la siège où nous sommes assis, c'est une dimension humaine. Toutes les structures qui sont liées à l'anthropométrie, à la dimension humaine, sont très, très importantes. Et moi, j'ai envoyé, par exemple, une image dans laquelle on se voit beaucoup de chaises qui sont mises en cercle comme les sacs. Et à le centre du siège, il y a une tache noire de couleur, une tache noire jetée par terre. Ça suffit. Il y a donc une situation anthropologique et évoquée par la réunion des chaises. Elle a un geste humain d'une tâche faite sur la terre. Et donc, c'est une tâche faite par l'homme ou la femme, naturellement, et ça suffit. C'est un geste poétique, c'est un geste, c'est une action à laquelle il y a la communauté idéale qui regarde le geste, donc c'est réuni pour regarder une geste rituel, un geste anthropologique. Ça, c'est en grande ligne l'idée que nous avons de l'arte povera. Mais par exemple, pas seulement, ça c'est Kounelis, donc c'est une artiste qui a fait une grande exposition à Prato avec nous pendant les années 79 et presque l'année, non, 99, et avec le lit, regardez le lit, si vous pouvez regarder le lit, il y a des lits avec le couvert, et donc il a exposé les lits humains, il a fait des choses extraordinaires dans l'exposition de Prato, et nous avons fait un grand catalogue que je peux aussi vous envoyer pour regarder tout ça. Mais Mario Merz aussi, Mario Merz, il a fait avec moi à Omoka de Los Angeles une grande exposition avec les tables à manger, avec des pierres, avec un village fait avec les arbres, le matériau, les vitres cassées. Donc, un petit village comme vous pouvez considérer ou imaginer qui nous trouvons. Et tout ça, il est fait avec des matériaux qui se trouvent dans la rue ou qu'il va trouver dans la montagne ou dans la savane ou partout. Et c'est pour donner une majeure liberté à l'expression artistique et humaine. Pour faire un travail, ce n'est pas nécessaire avoir la peinture, la couleur. Vous pouvez travailler avec tout ce que vous voulez et c'est absolument suffit parce que la chose plus importante, c'est la poésie, le langage que vous mettez dedans. Entre le Sénégal et Milan, nous avons quand même des liens très communs par rapport à ça. Donc, j'adresse la parole à Monsieur Camara. L'utilisation des matériaux dits de l'environnement est devenue chose courante dans l'art contemporain. Mais bon, l'Afrique, je pense, c'est valable aussi pour d'autres sociétés, n'a pas attendu 60 ou 70 pour commencer en tout cas à utiliser les matériaux de l'environnement. Alors, en ce qui me concerne, je vais en parler en tant que formateur, mais aussi en tant qu'artiste plasticien. Alors, l'École des Arts a rencontré, ou en tout cas, on a encouragé nos étudiants d'une manière générale à utiliser ces matériaux comme moyen d'expression parce que, bon, on a connu une période où, effectivement, il manquait un peu de matériel dit classique.
Donc, on les a encouragés et on ne l'a pas regretté parce qu'en fait, si on oublie l'objet, si on le considère comme forme, couleur, matière, en tout cas, je pense que ces objets-là nous offrent beaucoup de possibilités en tant que moyen d'expression. Alors, le plasticien que je suis, je crois que là aussi, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts en tant qu'étudiant, je n'ai pas connu la sculpture pure et dure qui passe par la taille. Donc, on appelait ça volume. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Évidemment, on assemblait des objets pour, en tout cas, créer quelque chose qu'on appelle sculpture ou volume. Donc, je pense que ça a commencé là pour moi, inconsciemment, peut-être même pas tellement réfléchi ou approfondi. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai continué à l'utiliser pour ces raisons-là que j'ai évoquées. Comme moyen d'expression, en tout cas, c'est extraordinaire hein, pour plus de possibilités, même que les matériaux classiques. Ah, s'il y a des questions. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ceci, c'est que il semblerait que ceux qui ont vraiment porté le mouvement Arte Povera étaient tous des sculpteurs. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à sa référence, par rapport au fait qu'il n'ait pas appris la sculpture de taille, mais qui malgré tout est arrivé à utiliser le même concept, le même principe de matériaux que l'on trouve autour de soi. Il est aussi bon de rappeler que le Sénégal, en tout cas pendant la période où l'Arte Povera était en pleine effusion, l'école de Dakar était en train de se former. On sortait du Festival mondial des arts nègres et là, Dakar avait connu vraiment un renouveau au niveau artistique. Et aujourd'hui, on essaie de voir par rapport au consumérisme, au contact avec le monde moderne, comment ceci a évolué. Et c'est là où on passe à une nouvelle génération d'artistes, donc ici avec le jeune Elolo qui est du Ghana, qui j'espère pourra vous dire quelques mots. On va vous traduire en anglais, mais je pense que vous comprenez anglais, Monsieur Cora, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui, je m'écoute. L'artiste du Ghana, il ne parle pas français, non? Il parle qu'anglais. Donc, est-ce que vous êtes... J'espère de comprendre parce que c'est déjà difficile pour écouter bien. On va tenter de parler aussi. Tu peux expliquer son travail. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on laissera Issa Dione expliquer son travail, puisque c'est elle qui l'a choisi, qui l'a mis en résidence et qui l'a exposé. Oui, Monsieur Cora, en fait, moi, je vais lui poser des questions. Il va m'expliquer parce qu'il vient d'un environnement qui est particulier. C'est l'université de Kumasi. Et au sein du Ghana, on a fait l'observation qu'énormément d'artistes dans ce pays utilisent des matériaux ordinaires de l'environnement et dont on peut citer, vous avez vu quelques images, Ibrahim Mahama, entre autres, et Elana Sui qui est extrêmement connu. Et Lolo Bosoka, donc justement, travaille avec les sacs de charbon, mais dans un esprit complètement différent. Et en fait, c'était ça la question, les motivations complètement différentes, mais avec des matériaux similaires. Mais il va m'expliquer, je vais traduire un peu sa philosophie. Okay. Thanks so much for this opportunity again. Okay, so my name is Elolo Bosoka, and I'm a member of Blaster Line. Blaster Line is it's a space, it's an experimental space at the Department of Painting and Sculpture in the KNUST University, or Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi, Ghana. So the whole idea about Blaster Line is really to open art to a lot of experimental, possibilities. It was an idea that was founded by Karikacha Seydou. Karikacha Seydou is he's an artist, he's a writer, he's a mathematician
and also a lecturer at the same department that I school currently. And he started this emancipatory art teaching course in our department, which is the Department of Painting and Sculpture. So the idea really is to open students up to new forms of art. When I say new forms of art, it means that everything that the contemporary art world can afford us today. So talking about installation, video, photography, objects, if I may, photography, I mentioned that already. But also one crucial aspect is for us to be able to borrow from history. When I say history, I'm talking about art history. And so I think we are here talking about Art Povera today because it has been very key to the development of art over the years. It has been one of the events or the attitude, I'll put it, that really changed the course of art making. Not just that, but I think I heard from the presentation that he mentioned about the minimalists in America. He mentioned about pop art. Also, all this I called attitude that. Yeah. Il a expliqué comment la tendance en fait professorale au sein de l'université de Kumasi, qui était justement un peu analogue à la recherche au niveau d'Arte Povera, qui est d'utiliser toutes sortes de matériaux et de s'ouvrir sur l'art contemporain. Et le département d'art et de sculpture dans lequel il exerce à Kumasi est complètement impliqué dans cette voie-là, dans ces dimensions-là. Et ils sont aussi très intéressés par le minimalisme et ils sont au courant aussi du pop art américain. Donc, en fait, ils sont très au courant de tous ces mouvements et ils s'en inspirent assez bien, je pense. Really, this whole possibility of what we do now, I mean, we have a lot of artists who have made it out there, who are Ghanaians. Talk about El Anachi, talk about Ibrahim Ahama, who is like a part of the community. We eat, we chat about art and anything every time. So the inspiration is also very close to us. And so we know the possibility of, borrowing or learning from our environment. If I say environment, I mean collecting objects that are mostly in the everyday, which some will call mundane, to, appropriate them as art or, use them as a material to make art in our time. So also one thing is that Dr. Karikacha always say is that art is something that is radically new. The idea is that the art now can be anything. It can be any material. It can be in any form. But also we need to approach it with a certain form of radicality, so that not anybody can just stand up and say, this is art, and maybe we agree it's art. But there should be an attitude of, radically evaluating it, questioning it, what it can be and how it can be in terms of our time. Donc ici, et j'aurais bien aimé peut-être passer aussi la parole à Monsieur Ousseynou Ouad. J'aimerais bien qu'on en revienne aussi à la Biennale 2002 et qu'il nous donne un peu son sentiment durant toutes ces années, si vous avez quelques observations. Merci beaucoup. Biennale 2002, ça fait 18 ans, ça commence à faire vieux. Mais ça nous donne aussi l'occasion de retrouver... Oui, ça nous donne aussi l'occasion de revoir un vieil ami, M. Bruno Cora, que je salue vivement, qui est venu à Dakar dans un premier temps, qui a pris contact avec les espaces et les acteurs, qui nous est revenu comme commissaire invité pour présenter des artistes à la Biennale de 2002. Et je pense qu'il y a une précision importante qu'il convient de faire. Le palais de justice a été occupé pour la première fois par la Biennale de Dakar en 2002. Il est important de le préciser parce que certains pensent que c'est récent. Et c'était véritablement un travail assez difficile. La poussière avait pris le dessus sur les espaces. Il fallait aménager. Et il faut saluer aussi l'intelligence de M. Bruno Cora, qui est venu sans Yanis Kounelis, mais qui a travaillé en intelligence avec Yanis Kounelis
pour produire des œuvres de Yannis Kounellis absent dans un espace totalement abandonné. Et je pense que l'espace aussi a inspiré le travail proposé par Yannis Kounellis à Bruno Cora, c'est-à-dire encercler les colonnes et prendre en compte la dimension produit de consommation de masse. Et je pense que M. Cora a bien expliqué comment il était important pour Yannis Kounellis de prendre à la fois dans son travail des objets, des rebuts industriels, des objets déchets de la société de consommation, mais également des produits de consommation de masse. Et ce qui explique véritablement la présence des céréales dans les sacs qui ont encerclé les poteaux au niveau du palais de justice. Il l'a fait avec beaucoup d'engagement, il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, mais il l'a fait également avec beaucoup d'intelligence par rapport à la perception qu'il avait de la société sénégalaise et par rapport à la perception qu'il avait également de la nécessité aujourd'hui de partager l'expérience d'un mouvement né en Italie avec un pays qui pourtant avait déjà commencé véritablement à interroger également ce que lui offrait la nature pour produire des œuvres. Et je pense que Serigne Mbaye Camara a eu à dire quelque chose d'extrêmement important. Les années 80 ont été des années extrêmement difficiles au Sénégal. Et les établissements scolaires également en ont souffert, surtout les établissements de formation professionnelle, en particulier l'École nationale des arts, où des acteurs comme Serigne Mbaye Camara, comme Vieux-Diba, comme d'autres, face à la pénurie de moyens de travail, avaient encouragé les élèves à travailler avec tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient trouver sous la main. Et je pense que ce lien-là pouvait quand même être fait avec Arte Povera, même si le concept n'était pas forcément le même si les raisons à la fois artistiques, politiques, mais aussi les raisons sociales et idéologiques étaient différentes. Voilà un peu moi ce que je tenais à dire, et dire simplement que la présence de Bruno Cora nous a quand même permis d'élargir nos horizons, parce qu'il n'a pas présenté que Yannis Kounellis, il avait présenté d'autres artistes comme France Ouest, comme Yaoumé Plensa, mais la présence de Yannis Kounellis à la Biennale de Dakar était une présence extrêmement importante. Yannis Kounellis que nous avons eu le plaisir de voir à Prato, également dans une exposition totalement différente. Et nous estimons simplement que ces présences de curateurs extérieurs qui nous proposent des expériences nées dans d'autres pays, parce que dans nos pays également, il y a eu des expériences qu'il ne s'agit pas de négliger. Il y a eu quand même un récup qui a existé ici au Sénégal à la suite de l'accompagnement que des professeurs comme ceux qui sont ici présents ont fait à des étudiants qui, à leur sortie, se sont organisés en collectif pour développer ce qu'ils ont appelé Arécup. Évidemment, Arécup a fait long feu et chacun est parti de son côté et chacun a développé également un parcours artistique extrêmement intéressant. Et c'est cela, je pense, le travail qui était important à préciser. Amener les étudiants à interroger la situation dans laquelle ils vivent, leur environnement, développer véritablement une pratique artistique à partir de ce qu'ils ont, mais à partir de ce que leur environnement leur donne comme élément de réflexion, comme élément de proposition, mais également comme élément de création et de développement de carrière. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que M. Bruno Cora m'entend? Merci beaucoup, mon ami Ousseynou Val, pour les mots qu'il a dit, pour les choses qu'il a montrées, de la collaboration entre nous. Et vraiment, j'espère que cette occasion, la nouvelle connaissance des artistes sénégalaises, pour nous, c'est très, très important. C'est très important retrouver une relation entre l'art italien et européen et l'art sénégalais, l'art africain. Et il faut trouver des occasions nouvelles. Et nous aussi, comme Fondation Bourri, on va penser à quel type d'échange nous pouvons faire. Et vous aussi devez penser. Parce que je crois que l'interruption que nous avons eue, malheureusement pour presque 20 ans,
il faudrait recommencer à travailler entre nous parce qu'il était un moment très, très précieux pour la connaissance de l'art africaine aussi en Europe. La Biennale de Dakar, elle était une occasion très, très importante. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de monde me demande toujours qu'est-ce que c'est cette grande exposition que vous avez faite pendant les années à Dakar. Il faut que, à l'occasion, on trouvera de nouveau une possibilité de collaboration. Je suis très, très curieux de connaître, comme ce soir, Camara et l'autre artiste, des autres encore, artistes femmes, artistes hommes. Donc, je voudrais connaître beaucoup les autres artistes sénégalaises et pas seulement sénégalaises. Il faudrait connaître la situation africaine nouvelle parce que on a eu des fois expositions, même à Paris, même partout, mais quelquefois on a montré des choses sur un plan exotique. Ce n'est pas les problèmes d'exotisme, non, non, c'est la culture réelle des pays. Donc, il faut recommencer de nouveau à se connaître mieux. Et il faut continuer ce que nous avons commencé. Et ce soir, c'était une occasion formidable, très importante. Merci. Merci à Issa, merci à Mouad, merci à tous les artistes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre éventuellement? C'est tout à fait le but du jeu. En fait, c'était de reprendre des relations pour pouvoir développer, aider d'un côté aussi des artistes en Afrique, pas seulement au Sénégal, mais à développer, à être présenté justement. Un mot très important parce que vous avez fait tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, enfin beaucoup de choses qui sont vues sont plus touristiques ou anecdotiques, enfin beaucoup de choses anecdotiques, mais faire quelque chose en profondeur serait bienvenu et ça serait très intéressant d'y travailler. Mais je peux aussi vous passer Vieux Diba qui était un acteur également de la Biennale 2002. Mes félicitations pour cette belle initiative avec Aïcha Dione, c'est faire un tour sur une certaine histoire de l'art, du vécu, comment les idées sont nées dans un contexte précis en Italie et comment les choses se sont développées et sont nées au Sénégal dans des contextes précis. Je crois que c'est très important d'échanger sur ces questions de l'art et des lieux de vie, parce qu'en vérité, c'est ça. Les matériaux que nous utilisons rendent compte de notre rapport à la vie de l'époque. Et je crois que c'est ça qui est important de savoir. Comme l'a dit Serigne, nous étions professeurs à l'école des Beaux-Arts au moment où le temps de l'ajustement structurel, les États ont pratiquement coupé les ressources pour les écoles. Nous devons faire nos enseignements et nous devons être créatifs et trouver les matériaux alternatifs. Et les matériaux alternatifs à l'époque, on s'est tourné autour de nous-mêmes, on a récupéré ce qu'on peut retrouver et on a créé avec. Et ça a créé ce travail fabuleux qui a influencé même la Biennale. Ce nouveau courant que j'appelle la troisième voie a influencé complètement la Biennale à partir des années 90. Et je crois que c'est très important. En 2002, moi, j'avais présenté un projet à la station Elton qui s'appelle Ngoro Kamyof autour du carapide. Et l'idée, effectivement, c'est comment ces matériaux importés de la France, le carapide, comment les populations se sont appropriées ces matériaux. Ils en ont fait un produit typiquement sénégalais. Et ce processus d'appropriation des objets, des choses, les transformer en fait, de leur donner une signature locale, était pour moi extrêmement fabuleux parce qu'il y a le carapide, et je l'avais assumé à l'époque à Internet où l'information circule à profusion. Et l'organisation de l'espace du carapide, les éléments qu'on y trouve, l'actualité, les sports, la religion, les faits divers, c'était vraiment un espace où l'information circule. Et moi, c'était très important. Et en même temps, c'était devenu au moins un lieu de théâtralisation de la société. Et ça, c'est très important dans ce rapport-là. Si je reviens maintenant au problème des matériaux, en vérité, moi, j'avais
j'avais un rapport avant ça, parce que moi, j'ai fait des études d'environnement à la Villard-Son de Nice et j'étais déjà dans ça, dans cette problématique environnementale. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans les années 80, comme l'a dit, le Sénégal a connu un problème très important, qui était pour moi la base de mes recherches. Vous savez, avec l'économie arachidière, 100 ans après, la zone arachidière, ce qu'on appelle le bassin arachidier, a connu une crise avec la sécheresse des années 70. Une pauvreté s'est installée dans cette région et une bonne partie des gens de cette région se sont installés à Dakar à partir des années 70. 10 ans après, cette nouvelle économie de récupération et de remise en circuit de ces objets est devenue occuper 60% de l'économie nationale. Donc, pour moi, c'est d'abord un projet politique. Utiliser ces matériaux, rendre compte comment l'agriculture, l'économie coloniale a transformé cette économie en économie de seconde zone. Et cette économie de seconde zone a créé une nouvelle créativité que j'appelle l'appropriation des choses et comment les réorienter. C'est un vrai projet économique qui était dans ce travail de relation avec les matériaux de seconde zone. Vous vous souvenez bien, vous savez, on avait une usine qui s'appelle Sotiba Saint-Afrique, mais c'est les friperies qui ont fait couler cette usine-là. Donc, c'était vraiment un projet, pour moi, extrêmement important du point de vue lecture politique et lecture économique. Au-delà des matériaux et de ce que ça dégage comme sensation, comme émotion, comme mémoire de l'action humaine sur la nature, sur le cadre de vie. Je voulais vous demander, en fait, parce que j'avais visité l'exposition de Yanis Koulelis, la rétrospective à Venise, qui a eu lieu l'année dernière à la Fondazione Prada. Et j'avais justement repéré l'installation qui a été reconstituée à l'ancien palais de justice. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de voir celle que vous avez mis en place en 2002. Et je voulais vous demander la comparaison, parce que celle qui a été mise dans la Fondation Prada l'année dernière, bon, on voit les matériaux donc qui sont occidentaux, qui sont bon, rien que les sacs de charbon sont vraiment différents. Donc je voulais avoir votre œil entre guillemets de l'installation même à l'ancien palais de justice pour un petit peu voir la dimension spatio-temporelle et géographique donc par rapport à la matérialité de l'exposition. Ok, très vite, je vous dis ma bonne impression de l'exposition de Koulelis chez Prada à Venise. Et je crois que c'est une occasion formidable pour connaître beaucoup de travail de Koulelis. Et c'est bien fait, c'est bien préparé par l'archive de lui à Rome, et c'est préparé par sa femme, Michel Coudray. Donc, mieux de ça, c'est impossible, sauf que si lui, il était vivant, il aura mis quelque chose d'extraordinaire que seulement lui pourrait mettre. L'artiste vivant, quand il est vivant, il mit une énergie, une modalité de placer les choses particulière. Parce que Koulelis, il était quelqu'un qui a une habilité formidable dans la polarisation de l'espace. La polarisation de l'espace, ça veut dire que si j'ai mis un objet là, l'objet ne peut pas être que là. Donc, c'est impossible de mettre là ou là ou là. Non, doit être là. Ça, c'est une capacité presque magique de contrôler l'espace. Donc, je crois que l'exposition de Venise, c'est formidable et c'est bien fait sur le plan technique. L'unique chose qui ça manque, c'est l'énergie vivante de l'artiste, qui toujours, pendant sa vie, il a remis le même œuvre de lui en modalité différente que chaque fois avant. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours réélaboré son travail et peut-être qu'à Venise, l'unique élément qui lui manquait, c'est
c'est les suivantes. Et ça veut dire la vie de lui, la vie de lui qui touche les choses. Et ça, c'est l'artiste qui peut faire ça, pas des autres. Ni moi qui sont le critique, ni les collectionnistes, ni les directeurs du musée. Seulement l'artiste peut donner l'énergie directe à son œuvre. Je vous remercie beaucoup de cette information. Il est prévu un hors-série pour cette exposition et cette rencontre que nous avons fera partie justement de ce que je vais écrire par rapport à ça. Donc, je vous remercie de nous avoir communiqué ces informations. Je redonne le micro à Aïssa pour terminer. Il y a Monsieur Cora, on est tous ravis, on est tous prêts à aller de l'avant avec vous et on va vous remercier infiniment et on va rester en contact et commencer à penser d'autres choses, d'autres projets et vraiment je ne peux que vous remercier. Tous les artistes sont très contents d'avoir été mis en relation avec vous et voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous et vraiment à tous les amis, à Ward, à tous les autres amis présents à l'occasion et j'espère que nous avons. Donc, je passerai vous voir. Oui, naturellement, mais si vous venez à Bologne, peut-être. À Bologne, on va se retrouver à Bologne. L'année prochaine maintenant. L'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Hein, le Covid, là, maintenant, c'est l'année prochaine. Avec les autres amis. Merci beaucoup, merci. Il faut concevoir un projet, une idée. On va en trouver, ne vous inquiétez pas. On va en trouver. Okay. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Hein? Merci.